Bien, bonjour à tous. Alors, dans le cadre donc des explications de texte que nous avons à fournir pour le jour du bac, il me manquait une explication de texte sur Mémoire d'Adrien, puisque dans la mesure où nous passions à un autre système, c'est-à-dire à la disparition des parcours associés au profit de l'étude seule des explications de texte dans les œuvres intégrales, il devait y avoir 3 explications de texte pour chacune des œuvres intégrales, et c'est donc la troisième de Mémoire d'Adrien que je vais enregistrer ici. Alors, il s'agit en l'occurrence du texte qui commence à la page 33, ligne 12, le paysage de mes jours semble se composer comme les régions de montagne, ainsi de suite, jusqu'à toujours la page 33, ligne 29, c'est-à-dire, après j'ai renuméroté par la suite, jusqu'à l'expression trop de sommes ne s'additionnent pas, c'est à peu près au milieu du paragraphe qui. Pardon, c'est pas jusqu'à une bêtise, jusqu'à comme une image reflétée sur l'eau, ligne 18. C'est-à-dire, si on prend le début de la page 33, ça fait commencer notre passage à la ligne 12, et évidemment, en numérotant, comme c'est le cas pour le bac, à partir de la ligne 1, c'est-à-dire le début de notre passage, on arrive à la ligne 18. Donc j'ai resserré un petit peu le passage par rapport à ce que j'avais donné au départ quand j'ai fait le cours, puisque j'avais déjà commenté en partie le texte. Je l'ai resserré parce que tout simplement sinon il était trop long, et il avait une cohérence jusqu'à la ligne 18 qui me convenait tout à fait. Alors, le passage qui nous intéresse se situe à la fin de la partie 1, qui est donc Animula Vagula Blandula, et qui est la mise en place des mémoires. J'ai commenté précisément en cours la construction de cette partie. Vous pouvez évidemment, vous devez même vous y reporter, et c'est une partie, plus précisément depuis la ligne, depuis la page 30, pardon, dans laquelle Adrien, donc narrateur, s'interroge sur les moyens que nous avons d'évaluer l'existence humaine, c'est ce qu'il dit à la ligne 4 de la page 30, et ces moyens sont au nombre de 3, les livres, lesquels mentent, c'est le premier élément le premier moyen qui est évoqué, l'observation directe des hommes, laquelle est toujours de seconde main, page 31, ligne 23-26, et enfin l'observation de soi, je vais éteindre mail, l'observation de soi, donc, qui est évidemment d'une grande difficulté et pour lequel la connaissance est obscure, page 32, ligne 8. Il s'agit évidemment de se voir comme un autre pour que cette observation soit efficace. Donc c'est dans le cadre de cette structure plus large que les explications de texte que nous avons à étudier que ce passage prend du sens, et l'objectif donc de l'auteur est d'évoquer l'observation de soi, et il l'évoque par le biais, c'est l'élément principal, d'une image, alors qu'on peut appeler allégorie si on veut, mais qui est plutôt un allégorisme. Je vais faire la différence entre les deux. Allégorisme, donc, qui est déclenché par la métaphore initiale, le paysage de mes jours, et qui court tout le long de la première partie du texte, et ensuite il met en doute cet allégorisme de manière à insister sur la question de l'identification et la difficulté de l'identification à nos actes, par exemple. L'identification générale, c'est-à-dire la constitution comme personne, cette personne est moi, en gros. L'allégorisme, par rapport à l'allégorie, alors je l'ai noté dans mes notes, c'est un procédé qui a été précisé après bien longtemps après l'allégorie, parce que l'allégorie était connue des Grecs. Allégorie qui consiste
à produire, je l'avais expliqué en cours d'ailleurs à plusieurs reprises, à produire un récit lisible littéralement, et ce récit peut être compris symboliquement comme ayant un deuxième sens, comme s'appliquant en gros à un autre domaine, et c'est cette application à un autre domaine qui permet de comprendre qu'un texte est allégorique. Et c'est précisément l'autre domaine en général dont il est question quand on interprète le texte. L'allégorèse, donc l'interprétation de l'allégorie, a pour objectif de chercher dans quel domaine s'applique le premier sens qui a été littéral et qui a un deuxième sens. Donc. Dans l'allégorisme, les choses sont un tout petit peu différentes, puisque, à la différence de l'allégorie, il n'y a pas un récit autonome premier qui ensuite s'appliquerait à quelque chose de nouveau. Les deux choses sont mélangées. Il y a bien une image composée, mais l'imagé est d'emblée présent dans cette image. C'est pour ça qu'on parle d'allégorisme. Ici, par exemple, le paysage de mes jours, qui est une métaphore in presentia. On voit bien l'association du paysage et de la vie, et du trajet de vie, dans l'expression avec le complément du nom. Et les deux étant liés systématiquement, l'imageant va nous donner une entrée dans quelque chose d'abstrait, va concrétiser ce trajet de vie, mais la concrétisation n'est jamais obscure, elle n'est jamais en l'absence de l'imagé, et donc il s'agit bien d'un allégorisme. Certains parleraient d'une métaphore filée. Je fais une petite différence avec la métaphore filée parce que la métaphore filée est une série de métaphores qui relèvent du même domaine, du même imageant en l'occurrence, au fil du texte. Là, on a un petit peu plus que ça, puisqu'on a un système qui fonctionne de manière cohérente, un ensemble métaphorique, ce que Quintilien, au 1er siècle après Jésus-Christ, appelait une métaphore continuée, et donc, mes métaphores continuées avec l'imagé présent. Donc j'arrête ces commentaires sur la rhétorique, mais ils sont importants parce que là, précisément, c'est ce principe qui est utilisé, et largement utilisé dans le texte. Pour ce qui est de la syntaxe, puisque j'ai insisté sur le fait que l'explication de texte devait absolument s'appuyer sur la syntaxe, on ne peut pas faire une explication de texte sans remarque sur la syntaxe. Il faut donc que vous teniez compte de la construction des phrases. Ça n'est pas forcément complexe, contrairement à ce que vous pourriez penser. D'abord, on s'intéresse au type de phrase. J'ai laissé un document sur Pronote, je vous y renvoie. Est-ce que les phrases sont déclaratives? Est-ce qu'elles sont affirmatives? Est-ce qu'elles sont injonctives? Puisqu'en l'occurrence, elles sont majoritairement j'ai dit affirmatives, déclaratives, pardon. Et en tant que déclaratives, elles peuvent être soit affirmatives, soit négatives. Et justement, il y a un phénomène qui est particulièrement important et que j'ai commenté, c'est la présence de phrases complexes à deux propositions, lesquelles sont d'ailleurs la plupart du temps coordonnées, à l'aide de l'adversatif mais d'ailleurs, et ces deux propositions s'opposent en ce que la première est affirmative alors que la seconde est négative. Donc il va falloir s'appuyer systématiquement, puisque c'est un phénomène qui est repris dans 3 phrases successives, s'appuyer sur ce phénomène parce qu'il est hautement signifiant. Je vais évidemment le commenter. On peut aussi s'appuyer sur les éléments de cohésion textuelle dans ce passage dans lequel il y a un passage, donc dans ce passage dans lequel il y a une section descriptive au début. Cette section descriptive est aussi une section spatiale, c'est une description d'un paysage, donc d'un ensemble, et il faut tenir compte évidemment des organisateurs spatiaux, les adverbes, l'adverbe I, donc Y, à la ligne 3, qui est une reprise d'un lieu qui a été évoqué juste avant, les régions de montagne, ça et là, qui sont
des adverbes, une locution adverbiale avec deux adverbes associés par la copule et qui indique qui donne des indications spatiales imprécises, indéfinies, mais pour indiquer que les éléments qu'on désigne sont répartis de façon plus ou moins inégale d'ailleurs dans l'espace, et l'adverbe de lieu qui est repris dans la phrase suivante: je m'efforce de parcourir ma vie. Enfin, un organisateur temporel, mais qui est à la fois temporel et spatial, puisque quand on dit de temps en temps, il s'agit en fait d'indiquer que la poursuite du trajet a donné lieu aussi à un écoulement du temps. Et donc, ces organisateurs spatials sont très importants, puisque précisément le texte s'appuie sur l'association, sous forme d'allégorisme, d'un trajet dans un paysage et du trajet de vie. Donc ce sont les éléments principaux que j'ai utilisés pour le commentaire. On a en plus de ça deux compléments circonstanciels dans la dernière phrase. Je perçois bien dans cette diversité, dans ce désordre, donc deux compléments circonstanciels de lieu, mais qui ne font que confirmer ce que je viens de dire. Donc voilà pour les éléments syntaxiques. Il n'y a pas... Ah non, pardon, j'oublie un élément important, c'est la négation, puisqu'en effet, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans les successions de deux propositions au fil de trois phrases successives à la fin du texte, la deuxième proposition est toujours négative, donc il va falloir aussi commenter la négation et le recours à la négation, et c'est ce que j'ai tâché de faire dans cette explication, même si évidemment elle dépasse un tout petit peu le temps qui vous est imparti à vous le jour du bac, qui est de 8 minutes, 10 minutes si vous intégrez la leçon de grammaire. Je ne vois pas comment on pourrait ne pas vous interroger ici sur la négation, il est fort probable que vous soyez interrogé sur la négation. On pourrait aussi vous interroger sur la coordination, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, avec l'adversatif mais, qui se présente plusieurs fois, c'est une possibilité aussi. Probable, enfin, qu'on puisse vous interroger sur les organisateurs temporels, qu'on appelle aussi des connecteurs temporels, mais enfin on dit plutôt organisateurs. Mais enfin, là je crois avoir fait la liste possible des questions de grammaire qui vous seraient posées, et je vais d'ailleurs utiliser évidemment tous ces éléments dans mon propos. Voilà pour la présentation générale, la situation du texte, ça a été fait. Les éléments principaux concernant la rhétorique et la grammaire, sauf un, et la syntaxe, ça a été proposé. Il me reste à vous expliquer un élément que j'ai déjà évoqué en cours, mais que je réévoque maintenant parce qu'il est important dans l'explication de texte, c'est la notion de période. Une période, c'est un terme qu'on utilise à la fois en syntaxe et en rhétorique, qui désigne une phrase rythmée, et c'est l'utilisation de la syntaxe pour organiser les éléments. La période est un phénomène rhétorique qui a été pensé par les Grecs, qui est tout simple, c'est que pour être persuasif, on a besoin d'un discours organisé, d'un discours dans lequel les phrases semblent fonctionner de manière harmonieuse, avant même de savoir ce qu'elles disent d'ailleurs, et cette construction rythmée et très harmonieuse des phrases, c'est ce qu'on appelle une construction périodique. La notion de période est particulièrement évidente d'ailleurs du point de vue du lexique, et suffisamment évidente pour que je n'ai pas à la commenter. Un caractère périodique, une périodisation, c'est-à-dire le retour d'un rythme, ou du moins le retour d'un chiffre et d'une construction harmonieuse à intervalles plus ou moins égaux. Et on parle de période donc pour les phrases. Alors en matière de phrases, donc quand on évoque la phrase en matière de rhétorique, on parle de période, et la période est constituée de deux portions.
une portion montante et une portion descendante. La portion montante qu'on appelle la protase, P-R-O-T-A-S-E, et la portion descendante qu'on appelle l'apodose, A-P-O-D-O-S-E, une protase, une apodose. Et évidemment, comme il y a une partie ascendante et une partie descendante, on peut aussi d'ailleurs utiliser ces deux mots, il y a donc un point culminant qu'on appelle aussi l'acmé, A-C-M-E, un acmé. Et cet acmé et ces périodes ascendantes et descendantes peuvent être commentées d'abord en général dans la rhétorique, on dirait classique ou du moins d'origine grecque et qui a perduré jusqu'au XXe siècle. La période est censée être en rythme majeur, c'est-à-dire elle est censée avoir en cadence majeure, elle est censée avoir une protase, c'est-à-dire une partie initiale, plus courte que l'apodose. Si c'est l'inverse, autrement dit, si la protase est plus longue que l'apodose, nous sommes en cadence mineure. J'avais déjà utilisé d'ailleurs cette expression-là, il me semble que c'était dans le poème de Valérie Larbaud, mais enfin, je me reprendrai si ça n'est pas le cas, mais enfin, je sais que j'en ai déjà parlé. On peut regarder quel est le terme qui est à l'acmé. Parfois aussi, on a une période triple, c'est-à-dire une période ternaire qui se présente avec un palier au milieu, c'est le cas notamment d'une des phrases importantes de ce texte. On a donc une protase, une partie médiane et une apodose, avec donc l'acmé qui se situe à la fin de la partie médiane. Et on regarde aussi le nombre de syllabes que compose qui compose la période. En général, il y a une utilisation harmonieuse des rythmes poétiques dans les phrases périodiques. Alors on n'en parle pas s'il n'est pas évident, s'il n'est pas manifeste, mais là il y a une phrase qui est particulièrement manifeste, c'est la première, dont je parlerai. Et enfin, on s'intéresse aussi, en croisant donc le style périodique et la syntaxe, à l'organisation des éléments, des constituants primaires de la phrase, à l'intérieur donc de la période, le sujet, qu'on appelle aussi le thème quand on utilise la progression thématique, le groupe verbal, les compléments d'objets directs, d'objets indirects et les compléments circonstanciels, puis les éléments périphériques autres que les compléments circonstanciels. Le tout peut être commenté. Alors on ne commente évidemment pas tout, il ne s'agit pas d'une paraphrase syntaxique du texte, mais on retire des éléments importants. Par exemple, j'ai commenté dans l'explication, vous allez le voir lorsque je vais le faire, dans la phrase, alors que je retrouve, je perçois bien dans cette diversité, dans ce désordre, la présence d'une personne. On voit que le verbe percevoir a un COD, la présence d'une personne, lequel est séparé du reste du groupe verbal par l'inclusion de deux compléments circonstanciels, lesquels sont censés être des compléments secondaires, donc des compléments accessoires. Et ils sont séparés, et précisément il s'agit de mettre en cause le fait de percevoir une personne, mais une personne qui en fait n'est pas accessible par celui qui est en train de commenter la notion de portrait. Et donc évidemment le fait qu'elle soit séparée indique bien qu'elle n'est pas accessible, en tout cas redouble l'idée même, qui va d'ailleurs être dans la phrase suivante, redouble l'idée et vient soutenir par la forme l'idée, le fond, que les deux ne sont pas accessibles, que les deux ne peuvent pas être rejoints. Donc voilà, je voulais commenter quand même le style périodique parce qu'il est important, mais je le ferai évidemment au fil de l'explication, donc je peux m'arrêter là. Quant au projet de lecture que je propose, je ne fais pas l'introduction à votre place, il ne s'agit quand même pas que je fasse tout, et surtout que vous n'ayez pas tous les mêmes éléments, mais je vous rappelle qu'il s'agit de présenter la situation rapide du texte, de présenter d'abord le texte en une phrase, le texte et l'auteur en une phrase, de situer très rapidement le texte, enfin de faire un projet de lecture. Pour ce qui concerne, ça je vous l'avais dit, la dynamique du texte, puisque c'est elle qui va organiser
votre propos, dans la mesure où vous n'avez que 2 minutes pour faire à la fois la présentation du texte, du projet de lecture et la lecture du passage. Il me paraît dangereux de présenter aussi la dynamique du passage. Vous sortiriez, comment dirais-je, sortiriez du temps qui vous est imparti, vous excéderiez le temps qui vous est imparti, pardon. Et donc il est préférable que cette dynamique du passage soit présentée de manière explicite et utilisée dans votre explication elle-même, dans le corps de l'explication, ce qui finalement permet de montrer que vous suivez très exactement la dynamique du passage pendant que vous êtes en train de le commenter. Alors, projet de lecture, donc, que je présente de la façon suivante. Notre passage constitue une tentative d'apercevoir une existence tel un tableau métaphorique, en même temps qu'une espèce de discours de la méthode de la connaissance de soi. Un début de discours de la méthode en tout cas. Donc ce sont ces deux éléments que j'analyse dans le passage, et j'ai bien ici un quoi, un comment et un pourquoi, pour proposer un projet de lecture. Votre projet de lecture n'est pas forcément aussi complexe que celui-ci, aussi long que celui-ci. Comment Adrien propose-t-il une description allégorique de son existence, tout en évoquant la difficulté du portrait de soi-même, par exemple, ce qui serait possible. Alors la dynamique du passage, donc des lignes 1 à 18, nous avons donc deux portions dans ce texte, deux segments importants. D'abord un trajet de vie sous forme de paysage accidenté qui va de la ligne 1 à la ligne 10, puis une image peu satisfaisante de la ligne 10 à la ligne 18. Il y a deux sous-sections à chaque fois. D'abord, pour la première, j'ai deux sous-sections, donc des lignes 1 à 10. Une vision d'ensemble pour commencer, de la ligne 1 à 5, qui en l'occurrence correspond aux deux premières phrases, et un plan tout factice, ligne 5 à 10, avec l'expression d'une difficulté dans le portrait, pour finir dans cette première partie. Puis, donc, l'image est déclarée peu satisfaisante, c'est évoqué dans un deuxième temps, donc des lignes 10 à 14, une destinée, c'est l'évocation de la destinée, trop de routes ne mènent nulle part, et aussi de la difficulté de faire ce portrait, donc le désordre et le portrait d'une personne difficile à atteindre. Il s'agit de raviver le projet de se peindre, aussi de sa validité, tout en l'évoquant. Et là, ça nous amène à la ligne 18, donc de la ligne 14 à la ligne 18. Voilà l'organisation de la dynamique du passage. Elle est assez simple. Et on peut tout à fait s'y appuyer pour l'explication sans aucune difficulté. Alors, je vous rappelle que l'objectif, c'est d'articuler les éléments de fond, c'est-à-dire ce que véhicule le texte en matière d'information, par exemple, et les éléments de forme en les croisant de manière à faire parler l'un et l'autre ensemble. Et il s'agit aussi, pour ce qui vous concerne, puisque vous n'avez que 8 minutes, de choisir les éléments qui vous paraissent les plus évidents. Alors plutôt que de faire une explication de texte parlée sans arrêt ou avec parfois des hésitations, mais comme si j'étais devant un jury, je vais commenter les éléments au fur et à mesure en insistant sur ce que vous pourriez choisir, sur ce qui paraît important de commenter au fil de chacune des sections. Je vais essayer de le faire de manière donc un peu plus pédagogique, donc sans forcément faire de phrases, là encore, de manière systématique. En tout cas, vous commencez par une présentation globale à chacune des sous-parties, indiquant quel est le contenu qui nous est proposé et quel est à la fois le quoi et le comment, de manière très simple, dans une seule phrase, pour comprendre que vous
analysez bien une section tout entière et pas un mot, un mot, un mot, comme vous le faites régulièrement, comme vous le faisiez du moins, de manière un peu myope. Il s'agit là d'avoir d'abord un plan d'ensemble, puis de choisir des éléments au fur et à mesure, des jalons à l'intérieur de cette section que vous estimez devoir commenter. Alors par exemple, ce qui donnerait la phrase suivante, pour ce qui me concerne, dans la première partie, l'auteur des mémoires, donc Adrien, présente son trajet de vie, sous la forme ici d'une métaphore, le paysage de mes jours, métaphore qui fonctionne d'ailleurs à partir d'une synecdoque, mes jours désignant le trajet de vie, sous la forme donc d'un paysage, ligne 1, dont il décrit les accidents. Ça c'est très simple, et ça correspond à la totalité des 2 premières phrases. Maintenant, vous pouvez entrer dans le détail d'un certain nombre d'éléments qui paraissent importants. D'abord, l'organisation thème-propos de la première phrase avec l'utilisation initiale est très importante parce qu'elle attire évidemment le regard du lecteur. Du point de vue énonciatif, c'est un choix très fort. L'utilisation donc de la métaphore initiale, le paysage de mes jours, on peut très rapidement la présenter sous la forme suivante. C'est une métaphore sous la forme d'un complément du nom, le paysage de mes jours. On a ici l'imageant qui est en première position avec un déterminant défini, suivi d'un complément du nom, groupe prépositionnel de mes jours, donc qui lui est précédé d'un déterminant défini lui aussi mais un possessif, et le mot jour désignant par synecdoque le trajet de vie, la vie, puisque les jours, ce sont en fait les jours qui ont été vécus et qui composent le trajet de vie. Je rappelle que la synecdoque est une figure de substitution qui utilise la partie pour le tout, par exemple, ce qui est le cas ici. Ce qui est intéressant, c'est que précisément cette synecdoque n'utilise pas l'expression trajet de vie. On n'utilise pas l'élément global qui permettrait d'avoir un élément cohérent. On verra tout à l'heure combien cette impression de succession d'éléments d'accidents successifs, le mot accident d'ailleurs est utilisé, permet de valoriser immédiatement l'isotopie du portrait impossible. À ceci s'associe une comparaison, comme les régions de montagne. Le paysage donc, dont l'organisation est précisée immédiatement, de manière à mettre en valeur 2 éléments que je vais commenter juste après, qui relèvent de l'isotopie du désordre. Ce thème de la phrase donc déclenche l'allégorisme dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire une image composée où l'imagé est d'emblée présent, et il s'agit donc d'une image composée dans le sens où c'est un paysage complet dans lequel un personnage est censé être en train de faire une promenade, et ce paysage est en fait tout simplement le trajet de vie dans lequel, après avoir fait la promenade en question, le personnage essaie de se hisser au-dessus du paysage, donc cette fois-ci d'un point de vue global, pour voir un plan d'ensemble. Le mot plan d'ailleurs est utilisé par la suite. On a tout un tas de termes qui permettent de désigner une organisation, une organisation d'ensemble du trajet de vie, à l'opposé de termes qui, eux, en revanche, ne désignent que des éléments précis et qui rendent impossible, voire difficile, en tout cas difficile, le plan d'ensemble, les éboulements, les affleurements de granit évoqués, et ainsi de suite, et aussi les adjectifs que je vais commenter juste après. Donc cet élément déclenche l'organisation allégorisée plutôt de cette analogie initiale, et le verbe sembler est important, c'est le deuxième élément qui me semble important à commenter, parce que il introduit l'idée d'un doute, c'est-à-dire le verbe sembler, comme on le sait, suppose que ce qui est décrit n'est pas avéré, n'a pas été avéré scientifiquement, et que peut-être ce qui est présenté pourrait être une erreur, ce qui est le cas ici, donc il est évidemment très important. Et il me suggère aussi
que cette idée d'un paysage des jours est une métaphore déjà construite, un stéréotype, et que ce stéréotype va être décomposé précisément par la suite. L'idée que le composé semble se composer, comme les régions de montagne, de matériaux divers entassés pêle-mêle. On voit bien ici que la phrase initiale intègre une antithèse entre composé et entassé pêle-mêle, et divers et entassés pêle-mêle, et que cette presque contradiction doit être retenue parce que précisément elle ne tient pas, et l'énonciation elle-même suppose qu'il y a quelque chose de miné à l'intérieur de ce trajet de vie et qui va rendre le portrait extrêmement complexe. Évidemment, il faut aussi s'appuyer sur les deux extensions du complément d'objet direct, du complément d'objet indirect, de matériaux, donc, qui est le complément d'objet second, en l'occurrence du verbe composer, composer soi-même, ce étant lui-même un complément d'objet indirect, un complément d'objet direct, même s'il n'a pas exactement ce statut-là, puisque c'est un verbe pronominal. Et donc deux extensions à ce mot matériaux, divers entassés pêle-mêle, successifs donc, deux expansions du nom, une épithète postposée, donc divers, qui relève de l'isotopie du désordre, et le participe passé entassé, qui lui-même est suivi d'une locution adverbiale qui met en valeur donc le désordre là encore. Tous deux sont marqués par le CM du désordre, et cette redondance sémantique, puisque les deux, et divers et entassés pêle-mêle, multiplient le même trait sémantique. On peut ici parler de description hyperbolique de ce désordre, et surtout dans le cadre d'une antithèse, laquelle mine le projet initial de rassembler une image cohérente du paysage en question. Mais derrière cette idée de désordre, il est important de signaler que le texte, lui, est très harmonieux, ou du moins le texte le passage dans lequel ce fond de ce thème du désordre est évoqué, cette isotopie du désordre est évoquée, est lui-même très harmonieux, très organisé, sous la forme donc d'un style périodique, lequel ici nécessite un petit commentaire, puisque c'est une phrase dans laquelle les mêmes chiffres pour les groupes rythmiques, les mêmes nombres de syllabes sont utilisés, 8, 6, 8, 6, 6, donc le paysage de mes jours, 8, semble se composer, 6, comme les régions de montagne, 8, de matériaux divers, 6, entassés pêle-mêle, 6. On a ici une période en cadence mineure, puisque la protase est beaucoup plus longue, 8, 6, 8, que l'apodos, qui elle est faite d'un alexandrin, en l'occurrence, et l'acmé, le point culminant de la phrase à la fin donc de la deuxième section de 8 syllabes, porte sur le mot montagne, qui est évidemment le point culminant à la fois par son sens et par sa présence dans la phrase, et cadence mineure et utilisation donc de ce point culminant qui met en valeur ici l'utilisation allégorique du paysage, cadence mineure qui met en valeur le désordre. On a ici une phrase hautement structurée, hautement périodisée, de manière à mettre en valeur le propos lui-même, l'effort énonciatif et sémantique de l'auteur pour mettre en valeur donc sa propre existence. Donc là, encore un phénomène qui est important. Donc dans la première phrase, j'ai commenté l'allégorisme d'une part, j'ai commenté la syntaxe, il faudrait sans doute être beaucoup plus rapide que ce que j'ai fait autour de l'utilisation des deux expansions du nom, lesquelles utilisent le même trait sémantique. On peut utiliser le mot trait sémantique, le mot SEM, S-E, accent grave M-E, pour le désigner, donc un trait sémantique pour définir un mot. Dans le mot divers, par exemple, il y a le trait sémantique désordre.
Et enfin, le style périodique. Donc voilà les 3 éléments que j'ai commentés dans cette première phrase. On fait un tout petit commentaire pour rassembler tous ces éléments-là. La première phrase donc suppose une tension entre ce désordre constaté et la construction cadencée de l'énoncé. Et ça suffit largement, on a compris ce que vous avez dit, vous pouvez passer à la suite. Et là, cette fois-ci, de nouveau, vous vous appuyez sur la dynamique du passage. Cette vision d'ensemble révèle néanmoins, cette vision d'ensemble est confirmée dans la phrase suivante, et surtout le caractère désordonné du paysage est confirmé. Alors, c'est ici qu'on peut commenter par exemple la reprise adverbiale qui permet la rencontre du narrateur et de son trajet de vie, j'y rencontre ma nature, avec une construction intéressante, qui est celle-ci qui m'intéresse le plus, c'est la sylepse, la figure de double sens, S-Y-2-L-E-P-S-E, c'est une figure qui consiste à actualiser un mot en 2 sens différents, je vais en donner 2 exemples ici. Sylepse à la fois sur le verbe et sur le COD. Alors pour ce qui est du verbe, rencontrer désigne à la fois ici une rencontre physique, première partie de l'allégorisme, c'est l'imageant, et l'imagé, donc, qui désignerait ici plutôt une rencontre intellectuelle, j'y rencontre par la pensée. Quant au COD, ma nature, évidemment, il désigne la nature, le paysage, donc rencontre physique, et deuxièmement, pour ce qui est de la rencontre intellectuelle, la nature humaine, ce qui fait la personnalité en gros, très clairement. Et évidemment, ici, l'utilisation de la sylepse, de cette figure de double sens, vous pouvez utiliser l'expression figure de double sens d'ailleurs, c'est aussi valorisé, confirme l'organisation allégorique du passage, et c'est ainsi donc une hypotypose qui nous est présentée de manière à rendre compte concrètement et en détail d'une réalité abstraite. Alors je rappelle que l'hypotypose est une figure composée qui met devant les yeux de celui qui lit le texte, qui a pour objectif en tout cas de mettre devant les yeux de celui qui lit le texte la chose décrite à tel point qu'on a l'impression de la voir de façon visuelle. J'associe ici hypotypose et allégorie, en l'occurrence j'ai parlé d'allégorisme mais pas d'allégorie, parce que souvent les deux sont proches. Il y a hypotypose dès lors qu'un élément visuel qui a marqué émotionnellement quelqu'un est proposé au lecteur de manière à transmettre le caractère visuel de la chose et émotionnel donc de la chose décrite. Et par ailleurs, en plus, ici cette hypotypose est utilisée dans le sens d'un allégorisme, c'est-à-dire d'une analogie entre 2 éléments qui permettent de comprendre un élément concret pour arriver à un élément abstrait. À noter donc, en effet, par exemple, les images sont toujours in presentia pour plus de clarté, donc dans cette hypotypose qui a pour objectif de nous renseigner sur ce que c'est que ce trajet de vie et le portrait possible. Donc je ferme ma parenthèse. Donc l'idée de diversité est reprise par l'adjectif composite, qui est utilisé dans cette deuxième phrase. J'y rencontre ma nature déjà composite. À noter qu'il s'agit d'une position détachée, une épithète en position détachée, modifiée par un adverbe. Le mot composite qui signifie caractérisé par l'hétérogénéité des éléments d'un tout. Donc composite qui vient de la même isotopie que les divers et entassés pêle-mêle de la phrase précédente, et de nouveau un rythme binaire pour ces éléments, ces expansions, ces caractérisants, donc le participe passé en position détachée, formé en parties égales d'instinct et de culture, avec ici une période ternaire, j'y rencontre ma nature, déjà composite, formée en partie égale d'instinct et de culture, donc période ternaire en cadence majeure, avec un acmé sur le mot nature. Ici, on est bien en cadence majeure puisque la protase est très courte, alors que l'apodose est beaucoup plus longue. La description donc se poursuit, déployée méthodiquement, comme nous venons de le voir, et il faut indiquer quand même, il faut faire un petit commentaire sémantique, c'est le deuxième élément, me semble-t-il, important, ou plutôt le troisième, sur les 2 compléments de l'adjectif, d'instinct et de culture, de l'adjectif en fait, du verbe, utilisé ici au participe passé comme adjectif,
formé donc en partie égale d'instinct et de culture. Les deux termes instinct et culture sont de COI, donc coordonnées du verbe former, et ils sont ici en alliance c'est une alliance de mots, une antithèse, puisque l'instinct désigne ce qu'on obtient à la naissance de façon innée, c'est ce qui est lié à la nature, cette capacité à juger de choses sans utiliser la raison, par exemple, alors que la culture, précisément, c'est la nourriture culturelle que nous recevons. Et ce sont deux termes qui sont contraints mais caractéristiques de la réflexion sur ce qui compose la personne, et précisément en partie égale, quel groupe prépositionnel qui les précède vient souligner qu'il n'y a pas d'influence déterminante de l'un ou de l'autre, et donc indécision et scepticisme de la part d'Adrien, avec une sorte de miracle ou d'équilibre qui les compose. Donc on voit bien combien ici cet apparent désordre, ou du moins le caractère composite, c'est-à-dire formé d'éléments qui peuvent être opposés, pose problème à celui qui essaie de faire son portrait, et la suite donc du texte va nous confirmer cette difficulté. Nous passons donc dans le deuxième temps de cette première partie à un plan tout factice. C'est la facticité ici qui va être l'objet du propos principal. En effet, dans cette deuxième étape du parcours, l'auteur aborde la question du hasard et de l'inévitable. Ça et là affleurent les granites de l'inévitable, partout les éboulements du hasard. On a ici de nouveau, comme au début avec le paysage de mes jours, deux métaphores utilisées sous la forme de complément du nom, et les granites donc de l'inévitable. Je ne refais pas la même analyse syntaxique que tout à l'heure, mais vous pourriez très bien le faire, ou le désigner dès lors que vous avez commenté les paysages de mes jours en indiquant que par la suite, dans la phrase, à partir de la ligne 5, le même procédé est utilisé. Et surtout, ces deux métaphores utilise le verbe affleurer, ou plutôt le terme, le verbe affleurer, affleure les granites, affleurer qui signifie donc arriver en superficie du territoire, et donc forcément, comme le sème du verbe affleurer est superficie, on a ici un élément qui relève de la notion de profondeur. Désolé, je ferme la porte. Donc, le verbe affleurer qui suggère une interrogation sur ce qui concerne la profondeur, et cette profondeur qui serait inaccessible. À noter d'ailleurs que le mot granit désigne une roche solide quasi indestructible, alors que éboulement désigne un encombrement, c'est-à-dire désigne un encombrement par le fait que des pierres sont tombées, un obstacle inopiné. Et ces deux métaphores, donc, viennent présenter deux écueils à la construction d'un plan complet et d'un plan de quelque chose de facile à désigner. On peut évidemment, comme je l'ai fait tout à l'heure, comme je l'ai annoncé tout à l'heure aussi, commenter l'organisateur spatial, ça et là, qui insiste sur ce caractère composite et apparemment en désordre du paysage en question, et donc la difficulté d'en donner une image cohérente et satisfaisante, de même que pour le trajet de vie. Le bilan donc est proposé dans la phrase suivante, bilan du parcours analogique qui nous est proposé donc concernant ce plan du trajet de vie, qui nous amène donc jusqu'à la ligne 10. Je m'efforce de reparcourir ma vie pour y trouver un plan, et le verbe s'efforcer ici est important, puisque précisément cet effort caractérise la façon dont le narrateur fait un travail sur lui-même et sur sa propre vie, ce que confirme aussi l'expression du but sous la forme de la préposition pour, qui est en fait ici un équivalent de la subordonnée circonstancielle en pour que, mais cette fois-ci un équivalent à l'infinitif, puisque le sujet de la principale je m'efforce serait le même que le sujet de ces compléments circonstanciels de but.
pour y trouver un plan, donc pour que j'y trouve un plan, pour que j'y suive, ainsi de suite. Et ici, une double construction binaire, si je puis dire, puisqu'on a à la fois, d'une part, pour y trouver un plan, y suivre une veine, donc j'ai deux verbes en fait, deux verbes à l'infinitif, et le deuxième à lui-même, deux compléments, y suivre une veine de plomb ou d'or, ou l'écoulement d'une rivière souterraine. Donc utilisation de la construction binaire pour mettre en valeur le développement du propos et la difficulté précisément de suivre. Et première occurrence de cette construction coordonnée avec un adversatif au milieu, c'est celle que je suis en train de commenter, puisque précisément vient bloquer cet objectif et cet effort, l'arrivée d'une seconde proposition, elle, en contre-pied adversatif, donc avec la conjonction de coordination mais, est bloquée en indiquant le caractère factice de l'image obtenue, mais ce plan tout factice n'est qu'un trompe-l'œil du souvenir. On peut commenter ici le caractère construit et non authentique désigné par le mot factice, mis en valeur par l'adverbe tout. On peut aussi commenter évidemment l'utilisation du mot trompe-l'œil qui relève de l'isotopie de l'erreur et surtout peut-être quand même la négation restrictive puisque c'est un élément important. Je rappelle qu'on peut vous interroger sur la négation. La négation restrictive, je vous renvoie au cours sur la négation, mais qui suppose que il n'y a que ce qui est derrière cette négation, qui est derrière le que plutôt, qui n'est pas concerné par la négation. Donc je reviens en arrière. Ce plan tout factice n'est qu'un trompe-l'œil, donc n'est rien d'autre qu'un trompe-l'œil, en l'occurrence, est un trompe-l'œil, et tout le reste n'en est pas. Donc ici, construction qui est une fin de non-recevoir pour l'effort mis en valeur à travers l'utilisation de l'analogie allégorisante, donc de l'allégorisme initial. La première partie du texte donc qui fonctionne à partir d'un topos, une habitude d'écriture transmise par la tradition, qui devient un cliché, une idée usée à force d'être reprise, c'est ce que j'avais déclenché lorsque j'avais commenté le paysage de mes jours comme une métaphore cliché, et c'est la question de la mémoire qui est ici problématisée, la mémoire qui semble reconstruire des images fausses, cette image trompeuse qui est un topos donc de l'autobiographie. Je renvoie aux deux textes dont j'ai parlé qui auraient composé le parcours associé, mais que je vous mettrai d'ailleurs en document complémentaire. L'auteur donc nous fait ici entrer dans une image, puis dénonce la facticité de cette image avec son caractère trompeur et artificiel. Ce procédé est une métalepse, on fait entrer dans une image qu'on est en train de composer, et la destruction de l'illusion littéraire est mise en question, avec une mise en question non plus de l'objet, mais de la méthode. La destruction donc, de l'illusion littéraire, c'est cette illusion qui a été déclenchée par le fait qu'on a l'impression de traverser un paysage qu'a composé le narrateur lui-même pour nous faire comprendre son idée, mais finalement il l'a déconstruit. En tout cas, il nous fait entrer dans cette illusion textuelle de façon à nous faire comprendre, nous faire problématiser donc l'élément essentiel, à savoir que l'image est peu satisfaisante et que la construction du portrait est un élément extrêmement complexe, d'où la notion de discours de la méthode de la connaissance de soi. Il ne s'agit pas d'une fin de non-recevoir, on est au début du texte, il s'agit de confirmer l'entreprise, c'est l'objectif de Animula Vagula Blandula, chapitre 2, confirmer l'entreprise et l'importance de l'entreprise, mais en connaître aussi les écueils, les obstacles, comme il le dit lui-même, et donc l'auteur insiste cette fois-ci sur les difficultés qu'il rencontre et sur la façon dont il va s'y prendre pour éviter tous ces écueils. Alors dans un premier temps, ligne 10 à 14, donc, nous avons ici une proposition dans laquelle les éléments rencontrés semblent ne mener nulle part, et c'est l'évocation de la fatalité qui est importante.
du présage aussi de la rencontre, donc des éléments isolés qui ne semblent pas faire signe, en tout cas ne semblent pas faire ensemble, et c'est ce que cette phrase contient comme élément important. À noter deuxièmement que c'est une phrase qui est construite comme la précédente sous la forme de deux propositions coordonnées avec une conjonction de coordination adversative, le mais, donc qui vient les opposer. Cet adversatif donc confirme le démenti qui a été construit dans la phrase précédente, et l'orientation donc de la réflexion autour du savoir et de la possibilité d'approcher la vérité, qui est l'objectif principal de ce passage, une orientation épistémologique, donc, pour reprendre un terme que j'avais utilisé au sujet de Montaigne. Et c'est un élément particulièrement important que de constater cette organisation reprise, comme quoi le texte peut être harmonieux à l'intérieur même d'un propos sur le désordre. Et on peut donc commenter ici le style périodique de nouveau, avec une protase donc, et une apodose qui sont séparées par l'adversatif mais, et à l'acmé de la protase, le mot fatalité. De temps en temps, dans une rencontre, un présage, une suite définie d'événements, je crois reconnaître une fatalité. Et à noter aussi, là pour les jeux de cadence, que la protase présente une série binaire avec une gradation ascendante. Dans une rencontre, un présage, une suite définie d'événements, alors que l'apodose, elle, propose une série binaire avec une reprise de construction, mais trop de routes ne mènent nulle part, trop de sommes ne s'additionnent pas, une reprise grammaticale donc de la même construction à deux reprises, avec une construction d'abord hyperbolique, trop de, et une négation qui suppose un échec, la proposition donc déclarative, la deuxième proposition déclarative au présent de vérité générale qui est niée, c'est donc une négation qui va indiquer l'échec, en tout cas la très grande difficulté du projet dont il était question dans la phrase précédente avec le mot s'efforcer. À noter que la première proposition contient le verbe croire, je crois reconnaître une fatalité, et que ce verbe, toujours dans cette isotopie de la connaissance, de la construction de cette connaissance, suppose une fausse rationalité, autrement dit une erreur, qui rejoint d'ailleurs le verbe sembler de la phrase 1. Enfin, à noter aussi que les deux propositions, enfin les deux sous-propositions de la deuxième proposition, trop de routes ne mènent nulle part, trop de sommes ne s'additionnent pas, sont construites à partir de paradoxes, puisque les deux éléments dont on attend la conséquence, n'obtiennent pas cette conséquence. Trop de routes ne mènent nulle part, trop de sommes ne s'additionnent pas, il s'agit ici d'une certaine manière à la fois de ne pas céder aux stéréotypes, à la facilité, et surtout d'évoquer une difficulté, une contradiction, qui va être reprise d'ailleurs dans la phrase suivante au sujet de la question de la personnalité. Enfin, la phrase suivante, construite exactement sous la forme, avec le même schéma, donc protase, mais, apodose, et une cadence majeure cette fois-ci, donc mise en valeur du vrai. Je perçois bien dans cette diversité, dans ce désordre, la présence d'une personne, donc il y a bien quelque chose qui est perçu, mais sa forme semble presque toujours tracée par la pression des circonstances. Ces traits se brouillent comme une image reflétée sur l'eau. De nouveau ici une reprise grammaticale dans la deuxième proposition. Construction déclarative affirmative dans la première, négative dans la deuxième. Et un verbe qui relève de nouveau de la même isotopie, un texte extrêmement bien construit, avec le verbe percevoir, mais le verbe percevoir suggère de manière implicite un autre verbe qui serait plutôt connaître, et la perception ne suffit pas pour connaître, il faut que l'image d'ensemble, big picture, comme disent les Américains, puisse être proposée, et ici en l'occurrence c'est l'image d'ensemble qui n'est pas accessible, et cette mise en valeur du vrai
est obtenu par le rôle essentiel du négatif dans ces phrases. Je l'ai commenté dans les 2 phrases précédentes, on peut de nouveau ici le commenter. Sa forme semble presque toujours tracée par la pression des circonstances, ses traits se brouillent comme une image reflétée sur l'eau. Ce ne sont pas des négations syntaxiques, ce ne sont pas non plus des négations lexicales, mais ce sont des négations par les connotations. Ces traits se brouillent, ça veut dire qu'on ne peut pas obtenir d'image véritable, et une forme qui est tracée par la pression des circonstances, qui est donc une fausse forme. Ici, les négations sont obtenues par le biais d'une image trompeuse, qui reprend l'idée du trompe-l'œil sous la forme par exemple du thème baroque de l'image reflétée sur l'eau, d'une image donc qui serait fugace. On retrouve l'idée d'Hésiode, d'un parcours de vie qui correspond à un fleuve dont on aurait toujours la même image, mais dont l'eau serait toujours différente. Et cette protase, donc, avec cette partie initiale donc, de la période, avec le verbe percevoir, est à recevoir comme malgré tout quelque chose dans lequel il y a quelque chose qui existe. Il ne s'agit pas d'une négation complète, mais il s'agit de ne pas être trompé, floué par des éléments qui seraient de faux éléments, de faux souvenirs, les trompe-l'œil du souvenir. À remarquer, comme je l'avais dit tout à l'heure, la séparation du verbe percevoir et de son COD, séparation donc par le biais de 2 compléments circonstanciels de lieu à sens négatif, diversité, désordre. La prédication donc entre je perçois et la présence d'une personne est donc mise en cause par l'ordonnancement de la phrase. Le groupe nominal, COD, une personne présente un article indéfini, autrement dit, c'est l'altérité du moi ici qui est présentée, puisque je perçois, il aurait très bien pu écrire je perçois mon personnage, par exemple. Or, il dit ici une personne, ce qui constitue l'identité sous la forme d'une altérité. On retombe précisément sur soi-même comme un autre parfaitement, et il s'agit ici quand même de l'indiquer. Enfin, l'apodose, qui présente 2 écueils liés à l'influence de l'observateur sur ce qu'il observe. D'abord, la pression des circonstances. À noter que cette pression des circonstances est complément d'agent, puisque c'est cette pression des circonstances qui trace la forme en question, ou l'image obtenue, non réelle, fugace, fuyante, donc avec une allusion à Narcisse ici, à son malheur, de façon tout à fait évidente, puisqu'il s'agit d'une image reflétée sur l'eau. Et le passage donc, qui nous intéresse se conclut sur cet élément-là. Donc, petite conclusion de mon cru, dans cet arrêt sur image, au sein d'un chapitre dans lequel le narrateur s'interroge sur son projet, Adrien dénonce l'illusion rétrospective, créatrice de trompe-l'œil, et donc s'interroge sur ce qui fait l'identité, ce qu'est une personne. Notons que la deuxième partie du texte est tout entière une déconstruction. C'est une réflexion par la négation, autrement dit une réflexion apophatique, A-P-O-P-H-A-T-I-Q-U-E. On peut d'ailleurs remettre en valeur la situation du texte dont je parlais tout à l'heure à ce sujet. Nous retrouvons l'expression de ces difficultés au sujet du portrait d'Antinoüs, dont la partie Seculum Aureum, et quand il s'agira de dévoiler des traits dans lesquels le grand homme ne se reconnaît pas, des traits négatifs. Évidemment, l'ouverture peut se faire soit sur le rôle de la photographie dans l'autobiographie, voir les 2 textes que je vous mettrai en supplément, ou le dialogue avec soi-même dans Enfance de Nathalie Sarraute. En tout état de cause, on peut réévoquer le caractère judiciaire de l'autobiographie, la fameuse scène judiciaire de l'autobiographie, puisqu'il s'agit de mettre en doute les facilités, les évidences autour du récit autobiographique et de se mettre, y compris, en difficulté soi-même en tant que personnage et en tant que narrateur dans cette entreprise parfois sujette à caution. Voilà sur ce qu'on pouvait dire sur ce passage. Il me semble avoir abordé tous les éléments que je voulais aborder. J'espère avoir été clair et avoir été utile. N'hésitez pas encore une fois à me donner des indications et me poser des questions si vous en avez. Voilà, merci, presque 1 heure, ça va.